Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de la vie de Léonard de Vinci et je vous invite à aller immédiatement la voir si ce n'est pas déjà fait. Il est temps maintenant de s'intéresser à son œuvre scientifique et technique. En plus du traité de peinture que j'ai déjà évoqué et celui d'anatomie jugé trop risqué face à l'Église, Léonard espérait écrire un traité sur l'eau, une sorte d'ouvrage de référence sur l'ingénierie hydrologique, mais il abandonna l'idée face à la quantité de travail. Ce découragement rapide face aux difficultés est un des traits de Léonard, qui souffrait en plus de son manque d'éducation théorique. Malgré cela, il œuvra à la prise de conscience scientifique qui marqua la Renaissance. N'étant pas familier avec l'étude des philosophes classiques, la plupart de ses travaux ont été ignorés de ses contemporains. Il ne possède aucune base théorique en mécanique, il n'a par exemple jamais étudié l'artillerie. Mais cela ne l'empêche pas de supposer que la trajectoire d'un objet lancé est entièrement courbe et ne comporte aucune ligne droite, contrairement aux théories de l'époque. Il déduit cette hypothèse de la simple observation consciencieuse des mouvements, mais n'émet aucun calcul pratique ni théorie générale qui seront développés par Tartaglia au XVIe siècle et Galilée 100 ans plus tard. Il étudie également la résistance et la flexibilité des poutres, mais là encore son absence de formation théorique le font passer à côté des formulations mathématiques pourtant esquissées par Jordanus de Nemours 250 ans avant lui. Il étudie l'alchimie sans s'y intéresser plus que ça, ainsi que l'optique afin de perfectionner ses techniques de peinture. Il pose le principe ondulatoire des rayons lumineux, mais uniquement par intuition, sans tenter d'explication théorique ou de preuve expérimentale. Quant à l'hydrologie, son seul apport théorique se borne à une vague loi sur les débits des cours d'eau. Bref, Léonard n'a jamais été un théoricien, plutôt un observateur. Ses travaux sur la perspective géométrique et sur la lumière avaient plutôt pour but d'améliorer ses tableaux. Mais ce travail minutieux lui a permis d'apporter une solide pierre à l'édifice de la connaissance. Je veux bien sûr parler de ses planches anatomiques. Son maître, Verrocchio, insistait pour que ses élèves apprennent l'anatomie, notamment les caractéristiques visibles comme les muscles et les tendons, afin de les rendre les plus réalistes possibles en peinture. Devenu spécialiste, Léonard décide d'aller plus loin et pose les bases de l'anatomie scientifique en disséquant des cadavres de criminels en toute discrétion pour éviter l'inquisition. Aux alentours des années 1510, avec le soutien du médecin Marcantonio della Torre, il reçoit l'autorisation, en tant qu'artiste reconnu, de pratiquer des dissections sur des patients décédés dans les hôpitaux de Florence, Milan et Rome. Au total, on estime qu'il disséqua entre 20 et 30 cadavres humains, ainsi que des vaches, des oiseaux, des singes, des ours, des grenouilles, des chauves-souris et des chevaux, à des fins de comparaison, et dessiné et annoté 228 planches qui seront en partie reprises dans son traité de peinture. Et il va en apprendre des choses. Il commence par étudier des crânes aux alentours de 1489 en tentant de comprendre par où passent les nerfs sensoriels et quelle est la forme du cerveau, dans le but de mieux comprendre comment se forment les impressions et les émotions. Mais sans cerveau, c'est plutôt délicat. Il met en pause ses recherches sur l'anatomie scientifique et se concentre sur l'anatomie topologique, l'étude des formes extérieures, toujours pour ses peintures. Mais vers 1508, il a l'occasion de disséquer le cadavre d'un centenaire. Il remarque l'épaississement des artères coronaires, une artérosclérose, ainsi qu'une cirrhose du foie, la première description de ces deux affections. Il a également l'occasion de disséquer le corps d'un enfant de 2 ans, puis de différents âges, annotant ainsi les évolutions des organes. Il reprend également son étude du cerveau et observe qu'il n'est pas constitué de 3 ventricules bulbeux comme on le représentait, mais bien plus complexe. Il étudie également le système nerveux dont il fait une description complète. Il faudra cependant attendre Vézal au milieu du XVIe siècle pour qu'on commence à réellement saisir le rôle du cerveau. Il s'attaque ensuite à d'autres parties du corps. À partir de 1510, son analyse systématique du corps humain l'amène à étudier le squelette et les liens mécaniques entre les os. Il énumère et décrit l'ensemble des os du corps, à l'exception du crâne. Il s'intéresse à l'appareil reproducteur, tout particulièrement à l'étude embryologique. Tout d'abord chez les animaux, il a ensuite l'occasion d'étudier un fœtus humain issu d'un avortement naturel, ainsi qu'une femme morte en couche. Fasciné par les mystères de la vie, il s'attaque au cœur, en disséquant et dessinant un cœur de bœuf, décrivant correctement les 4 cavités cardiaques, là où ses successeurs, comme Descartes, n'en verront que 2. Il décrit également les valves cardiaques, leur fonctionnement, ainsi que l'organisation du système veineux et artériel. Il remarque que le sang des veines arrive au ventricule droit, puis repart dans les artères via le ventricule gauche. Mais n'ayant pas pu observer un cœur en fonctionnement, il ne comprend pas le principe de la circulation sanguine, et tente d'expliquer ses observations en s'appuyant sur les théories de l'époque qui supposaient que les veines et les artères étaient clairement séparées et ne communiquaient pas, et que le cœur était simplement la source de la force vitale qui maintenait les animaux et les hommes en vie. Malgré tout, le travail anatomique de Léonard est précurseur,
et il faudra donc attendre Vézal qui publie son traité en 1543 pour l'égaler. Malheureusement, ce travail ne sera publié que trop tard pour influencer l'histoire de la médecine, alors qu'il avait près de 50 ans d'avance. L'autre grande passion de Léonard, c'était d'imaginer des objets, des machines ou des villes. Et s'il n'était pas le plus grand ingénieur ou architecte de son temps, il était le plus imaginatif. Paradoxalement, aucune de ces machines n'a réellement marqué l'histoire des techniques, mais il était suffisamment observateur pour visualiser les problèmes nécessitant des solutions techniques et trouver des idées, même imparfaites, pour tenter de les résoudre. Beaucoup de ces croquis reprennent d'ailleurs des idées déjà avancées avant lui, qu'il tente d'améliorer, comme le bateau à aubes inventé par les Chinois au 5e siècle, ou certaines idées concernant l'hydraulique et les mécanismes, copiées des carnets de Taccola et de ceux de Francesco di Giorgio, qui fut son maître pour le dôme de Milan. Qui plus est, il s'intéresse plus à l'idée qu'à la réalisation. Deux des plus célèbres exemples concernent les machines volantes. Fasciné par le vol des oiseaux, Léonard dessine plusieurs croquis d'ornithoptères, des machines équipées de leviers, de pédales et de poulies, à ailes battantes ou fixes, ressemblant à celles des rapaces ou des chauves-souris. Mais il ne les construisit pas. Et heureusement pour lui, parce qu'avec un poids de 300 kg et la seule force motrice humaine, il y avait peu de chances que cela fonctionne. À titre de comparaison, le premier avion de Louis Blériot à traverser la Manche faisait à peine plus de 150 kg, moteur et pilote compris. Mais cela ne signifie pas que tout était à jeter. Léonard avait construit de petites maquettes de ses ailes qu'il avait testées dans une soufflerie manuelle avec succès. En effet, en y ajoutant un véritable empennage pour la stabilité et des matériaux légers modernes, des reproductions se sont avérées fonctionnelles, du moins pour planer. Une autre de ses idées géniales et imparfaites pour voler fut la vis aérienne. Considéré comme un précurseur des hélicoptères, les plans de cette machine furent dessinés entre 1487 et 1490 après avoir abandonné l'idée d'aile battante. Il s'inspire de la vis d'Archimède permettant de monter de l'eau en l'appliquant à un autre fluide, l'air. Il considère que s'il parvient à déplacer de l'air vers le bas, la machine doit alors se déplacer à la même vitesse, vers le haut. Sa mécanique est inspirée du moulin à axe vertical imaginé par Taccola vers 1430. Mais là encore, son hélice de 10 mètres de diamètre est lourde et la force humaine très largement insuffisante pour faire fonctionner l'engin. Il parvient à faire décoller quelques maquettes, mais sans système anti-couple, elle finissait probablement par faire la toupie. Et quand un engin volant devient incontrôlable, mieux vaut sauter en parachute. Léonard imagine une grande pyramide de toile maintenue par une armature en bois afin de ralentir la chute d'un être humain. C'est l'une des premières approches scientifiques du problème, même si le principe de la toile pour ralentir un corps est connu depuis l'Antiquité. Cependant, si les modèles réduits fonctionnent bien, aucun essai grandeur nature n'est effectué avant les années 2000. Là encore, deux soucis techniques se sont révélés. Tout d'abord, la forme du parachute fait qu'il tend à s'enrouler sur lui-même, et le poids de l'armature serait dangereux à l'atterrissage. Mais en pratiquant une ouverture au sommet, le Suisse Olivier Vietti Tepa parvint en 2008 à effectuer un saut à 600 mètres d'altitude lâché d'un hélicoptère avec le modèle de Léonard validant son principe. Un autre domaine où Léonard fut très imaginatif est celui des armes. Mais étant réticent à leur utilisation, il s'agissait plus d'une obligation vis-à-vis de ses mécènes qu'un véritable sacerdoce. Parmi les armes imaginées par Léonard, on trouve des catapultes, une arbalète géante de 24 mètres d'envergure, une sorte de mitrailleuse combinaison de 12 fusils capables de tirer en rafale, un canon à vapeur nommé Architonnerre en hommage à son inventeur présumé Archimède, mais surtout un char d'assaut. Comme tous les projets précédents, cet engin ne dépassa pas le stade du croquis, mais fut là encore visionnaire vis-à-vis des chars d'assaut modernes. Construit en bois renforcé par des plaques de métal, il est de forme conique afin que les boulets et les balles ricochent sur ses flancs. Une tourelle d'observation permet de voir le terrain et des canons sont placés sur le pourtour, surmontés d'une meurtrière pour pouvoir viser. 8 hommes d'équipage sont censés manœuvrer l'engin grâce à des engrenages permettant d'entraîner 4 grandes roues. Léonard envisage un temps d'utiliser des chevaux, mais l'étroitesse de l'engin le fait rapidement renoncer. Et là encore, vu son poids, ce char d'assaut ne se serait déplacé que très lentement, et encore sur un terrain absolument plat. Comme quoi la seule chose qu'il manquait à Léonard, c'était un moteur, et ça même lui n'y a pas pensé. Parmi les autres inventions, on retrouve un scaphandre relié à la surface par un tuyau, ce qui ne lui aurait pas permis de dépasser quelques mètres de profondeur, avant que la pression ne finisse par détruire les poumons du plongeur. Il dessine également la viola organista, un instrument de musique à cordes frottées actionné par des touches et des engrenages. Cet instrument à clavier qui produit le son d'un violon ne sera construit que plus de 50 ans après sa mort et continue encore d'intriguer. Par ailleurs, il imagine une sorte d'automobile à engrenages
entraînés par des ressorts à lame qu'il faut compresser pour recharger. On retrouve également dans ses codex, ses recueils de dessins, une ébauche de bicyclette, des transmissions à engrenages, des études sur le mouvement perpétuel, des miroirs de concentration solaire, un système de double coque pour renforcer les navires, des métiers à tisser, des machines à polir les miroirs, ainsi que des automates. En plus du lion de François Ier, on retrouve un chevalier mécanique qu'il réalisa en 1495 pour le duc de Milan, une sorte de robot recouvert d'une armure qui pouvait se tenir debout, s'asseoir, bouger les bras, la tête et la mâchoire, et émettait des sons grâce à un système de percussion. Son manque de formation, son découragement rapide et son désintérêt pour l'approche théorique ont grandement limité sa capacité à rendre utilisables ses inventions. Et ses études architecturales, pourtant plus réalistes, ont également eu du mal à se réaliser. Il travaille sur des projets religieux comme une tour lanterne octogonale pour la cathédrale de Milan, en plus du dôme, ou diverses tours de défense qu'il envisage rondes. Sa vision de l'architecture et de l'urbanisme est souvent plus technique et pratique qu'artistique. Il imagine des escaliers à plusieurs montées, des villes à 2 étages de circulation, des voûtes spectaculaires. Mais comme avec ses inventions, il propose des solutions innovantes mais difficilement réalisables, avec une approche logique rigoureuse qui se mélange à une fantaisie extraordinaire. En 1502, il dessine un pont de 240 mètres de long pour le compte du sultan ottoman Bayezid II afin de franchir le Bosphore à Istanbul. Trop audacieux, le pont est annulé. Mais en 1999, des études de faisabilité furent relancées et des versions réduites furent installées en Norvège en 2001 et au Clos Lucé en 2003. En 2006, le gouvernement turc annonça que ce fameux pont serait enfin construit. Mais aucune nouvelle depuis 2012. À Florence, il conçoit des plans pour des canaux et des écluses, en particulier pour détourner le cours de l'Arno. Avec François Ier, ces projets fous semblent enfin pouvoir se réaliser. Il conçoit un canal entre le Cher et la Sauldre afin de relier le bassin de la Loire à celui du Rhône et donc la Méditerranée à l'Atlantique. Ce gigantesque projet était lié à la réalisation du palais de Romorantin, un édifice quadrangulaire de 200 mètres de côté, 2 fois plus grand que ce que sera le château de Chambord, qui utilisa une partie des plans de Léonard. L'imposant édifice devait être construit sur une île, raccordé aux berges par 2 ponts et abriter des écuries possédant un système automatisé de nettoyage. En plus de ce château, Léonard dessine une ville qui aurait dû servir de nouvelle capitale à la France. Ses plans pour une ville parfaite s'inspirent de son projet de reconstruction de Milan qu'il dessina après la peste de 1485. Contrairement à ses contemporains qui dessinaient leur ville en fonction de critères sociaux ou philosophiques, il imagine la sienne comme semblable au corps humain, avec chaque organe du corps représenté par une zone de la ville dédiée à une fonction spécifique, comme l'administration, le commerce, la culture ou les habitations. À travers la ville, tout un système de canaux structurait les axes de circulation pour former une cité lacustre, reflétant la fascination de Léonard pour l'eau. Malheureusement, au crépuscule de sa vie, il ne put voir réaliser qu'une aile du château. Des travaux de terrassement du canal et d'assainissement des marais environnants avaient débuté, lançant le pharaonique projet du roi et du maître, mais son décès met fin en 1519 à ce qui aurait dû être l'aboutissement du génie de Léonard de Vinci. De son vivant, Léonard était tout aussi réputé pour ses talents d'ingénieur hydraulicien que pour ses tableaux. Mais si on ne peut pas dire qu'il était un scientifique à proprement parler, il n'était pas non plus qu'un simple bricoleur. Léonard était un rationnel, bien plus que ses contemporains. De sa formation d'artisan, il tira les méthodes par essai-erreur pour trouver sa voie vers la vérité. En observant un mur qui se lézarde ou une fonte des métaux ratée, il établissait les mauvais usages afin de retenir les bons. Il tentait de justifier ses intuitions par l'observation et l'expérience, notamment sur des modèles réduits, et s'intéressait énormément aux instruments de mesure, lui permettant d'établir des données chiffrées. Il cherchait à établir des rapports entre les chiffres avec le maximum d'exactitude, lui donnant sa devise Ostinato Rigore, l'obstinée rigueur. Il tentait de tirer de ses expériences des connaissances générales, applicables dans tous les cas. Il se plaça ainsi comme un pont entre les techniciens qui résolvaient les problèmes au cas par cas de manière empirique et les philosophes naturels qui voulaient déduire les règles de l'univers uniquement par l'esprit. Cependant, ses connaissances étaient fragmentaires. Il traitait chaque sujet particulier afin d'en extraire une connaissance plus grande, mais il manquait à ses idées une cohérence d'ensemble, chacune restant focalisée sur un domaine étroit. Et pour couronner le tout, il avait tendance à ne jamais terminer ses projets, se projetant toujours vers une nouvelle idée et baissait rapidement les bras devant les difficultés, l'empêchant de creuser plus loin les idées novatrices et de mettre véritablement au point les inventions que son esprit foisonnant imaginait. De plus, art et science s'entremêlaient dans ses œuvres, bien plus que pour n'importe lequel de ses contemporains. Pour lui, l'art, la philosophie et la science étaient indissociables pour la compréhension du monde. Il lui était impossible d'envisager la science sans la beauté de l'art et l'art sans la rigueur de la science. Ses recherches sur la lumière ou les proportions géométriques étaient au service de ses œuvres, alors que chacune de ses idées théoriques devait mettre en exergue la beauté intrinsèque d'un phénomène, une idée que l'on retrouvait d'ailleurs chez les penseurs grecs, mais que Léonard appliquait bien plus à la réalité du monde qu'aux idées abstraites.
Il était à la fois homme d'esprit universel, artiste touche-à-tout, artisan et penseur, le premier des scientifiques modernes rapprochant la théorie, l'observation et l'expérience, et le dernier des philosophes et techniciens du Moyen Âge. Un symbole qui incarne parfaitement, à lui seul, la Renaissance. Concrètement, son apport à la science et aux techniques est assez faible. Mais concernant son influence sur ses successeurs, le pont qu'il traça entre la théorie et la pratique, et le flamboiement incroyable qu'il a eu sur notre imagination, il est incontestablement un point pivot de la Renaissance, au-delà des sciences et de l'art. Merci à tous d'avoir regardé ces 2 vidéos, j'espère que vous en avez appris autant en les regardant que moi en les écrivant, et qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de les commenter, de les partager, de vous abonner, et je vous laisse avec cette citation du maître: l'expérience ne se trompe jamais, ce sont nos jugements qui se trompent.